franchement, avec tout ça, je ne peux pas dire que je suis dans ma zone de confort, d'autant qu'aujourd'hui, 1er octobre, nous sommes surtout ici en zone rouge. Ça fait un drôle d'effet, mais bonsoir à vous et merci d'être là ce soir avec vous, chers lecteurs, chères lectrices. Les 4 livres dont on va parler ce soir sont tous arrivés en librairie désormais. Dans toutes les librairies qui ont pignon sur rue, mais aussi sur le très précieux site leslibraires.ca. Alexandra, qui est aussi votre hôte pour cette rencontre, va vous partager dans le clavardage les liens vers les livres dont nous allons parler ce soir. Vous pourrez commenter et poser vos questions durant la rencontre dans le clavardage et s'il y en a, Alexandra, toujours, se chargera de vous les poser à la toute fin de l'entretien, des entretiens avec les auteurs. Je veux vous dire aussi que, comme il s'agit quand même d'un lancement, qui parle de lancement, parle aussi de dédicace, on a prévu des cartes, on est assez contente de nous, on a prévu des cartes comme ça avec pour les 4 livres qui sont lancés ce soir. Et si vous souhaitez une dédicace pour les livres que vous serez procurés, n'hésitez surtout pas à écrire dans le clavardage, demander comment ça fonctionne, ou regardez dans l'événement. Fabien a mis déjà la manière de procéder. Les auteurs vous les signeront et on vous les enverra chez vous. Voilà. Donc, merci, cher public, d'être là avec nous ce soir pour cette discussion et merci aux auteurs aussi d'être là ce soir avec nous pour cette discussion. Bonsoir Emmanuel, Mathieu, Christian, bonsoir Catherine. L'idée pour cette rencontre, c'est de vous entendre sur vos livres, chers auteurs. Et pour ce soir, j'ai envie de m'accrocher aux fondamentaux, comme on dit en physique, et faire parler des liens d'amour qui se font et qui se défont entre les gens dans vos 4 romans. Ça sera mon vaporeux fil rouge pour cette rencontre. Catherine Mavrakakis, tu n'es pas du tout une écrivaine de la mesure, c'est une évidence. Tes romans sont souvent faits de paragraphes denses qui agrippent la lectrice par le collet, qui prennent le lecteur dans un étau, le secouent, le transportent, le mènent où tu as décidé d'aller, avec puissance, avec énergie, avec force, avec détermination. Mais l'absence de tout bouquet, c'est pas du tout comme ça. C'est pas parce que il y a une narration apathique ou molle là-dedans, mais c'est un livre qui m'a complètement désarçonnée par sa douceur et même par sa tendresse. C'est un livre très intime. C'est fait exprès, Catherine? Non, j'ai pas fait exprès, mais j'avais l'impression que c'est un livre autoritaire. J'ai fait un livre autoritaire en général. Je suis déjà autoritaire, mais là, j'avais l'impression qu'il y avait l'autorité que me donnait la mort de ma mère. Je me sentais ailleurs et j'avais jamais vraiment pu parler à ma mère et il me semblait que là, dans le livre, il m'était possible de converser avec autorité, ce que je n'aurais jamais osé faire si ma mère avait été là, parce qu'elle m'aurait remis à ma place, pardon. Et donc, j'ai eu l'impression de le faire. C'est vrai que c'est pas ma voix habituelle, c'est ma voix, je le dis dans le texte, c'est ma voix très française, c'est la voix que j'ai eue, que j'avais peut-être parfois avec ma mère. Donc, je crois que c'est un texte complètement qui appartient à cette destinataire-là. Mais c'est aussi un livre très intime. C'est peut-être ça qui était surprenant pour moi. Puis peut-être que vous l'aurez compris ou vous le devinez, cher lecteur à venir, c'est un livre surtout très poignant. Mais c'est aussi un livre où on sourit de la cruauté domestique de cette mère tant aimée. Je pense à un passage en particulier quand tu l'as dépeint en disant des violettes, nous en avions quelques-unes dans notre logement, sur la rue Joseph-Renaud, sur le bord de la fenêtre. Maman les gardait un temps, puis les laissait mourir lentement, en affirmant avec violence « Dans ce pays, rien n'arrive à pousser ». Moi, ça m'a fait beaucoup rire ce passage-là, parce que c'est vrai que j'étais désarçonnée donc, par le livre, comme je l'ai dit, et d'avoir ce personnage-là aussi très drôle, d'une certaine façon, par la caricature que tu en fais, mais pas toujours, parce qu'on rit aussi avec cette mère. Et ça, tu sais très bien en parler avec beaucoup de tendresse, encore une fois. OK? On monte pas là-dessus. Comment?
c'est qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro, mais ça est en train de partir, t'inquiète pas. Ouais, ben, j'ai pas eu l'impression, le mot caricature, tu viens me chercher parce que j'ai pas eu l'impression de faire une caricature de ma mère. Non, non, j'ai pas voulu dire ça. Non, 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 mais j'ai eu l'impression que c'était quand même assez ma mère, parce que j'arrivais à. Là, oh là là, il se passe des choses, hein, c'est bon. Alors, on est là, Oui, c'est bon. on s'entend les uns les autres. Oui, donc j'ai eu l'impression d'être quand même assez fidèle à ce qu'elle était. Et bon, comme tu as connu ma mère, tu sais bien que tout ce que je dis est quand même assez juste. J'ai pas beaucoup, je le dis toujours, je suis pas une personne avec une grande imagination, donc Non, mais caricature, ça m'a échappé. Hein. Je voulais pas dire ça. En fait. Je voulais pas que c'était très réaliste, mais je sais pas si je pouvais le dire. Ok, c'est réaliste, complètement réaliste, ouais. C'est drôle. Est-ce que tu pourrais lire donc ce passage-là dont on a parlé un peu sur le rire, parce que tu le racontes bien, ça, comment... Ouais, mais Olga, elle a choisi le seul passage drôle du livre. Le reste, c'est complètement mortel, je vous préviens. Non, alors... non, ça, c'est pas drôle. Moi, j'ai lu ce passage drôle. Ça, c'est pas drôle, c'est tendre. Ok. Il est vrai que nous avons ri. Oui, nous avons si souvent ri ensemble. Avec mon petit frère à table, nous l'écoutions raconter des histoires cocasses. Elle parlait de son père. Papa trottait comme un lapin, malgré sa prothèse de bois. Elle faisait le récit du coup de patte à un pompiste, des tours pendables qu'elle réservait à ses camarades de classe, des marshmallows qu'elle mangeait en cachette dans son magasin à Paris et dont les stocks qui diminuaient faisaient dire au mari bourru que les marshmallows se vendaient comme des petits pains chauds. Elle évoquait son arrivée en Amérique chez son cousin qui avait eu 7 femmes, toute bête, sa sœur qui s'était étouffée dans sa voiture en mangeant un bonbon et qui s'était retrouvée sans dessus-dessous dans la circulation à montrer à montrer son postérieur à tous les autres conducteurs. Tu parlais, tu parlais. Au milieu de la cuisine, tu devenais une autre personne. Tu t'ouvrais le soir comme une belle de nuit, la fleur bien nommée qui embaume les balcons et les terrasses à la tombée du jour. Je ne pense pas que nous trouvions très drôles tes récits, mais nous rions follement de la voir rire. Merci beaucoup, Catherine. J'ai dit combien l'absence de tout bouquet m'avait déstabilisée parce que ton ton est particulièrement tendre, mais il y a quand même un élément qui ressemble beaucoup. je sais qu'on tient une idée, mais c'est vrai que ça m'a déstabilisée complètement, mais il y a quand même un élément qu'on trouve particulièrement dans tes plus récents livres, c'est le rapport aux autres livres. Ce dialogue-là, cet amour-là, comme dirait Yann Andrea, des livres. J'aimerais que tu parles un peu de ça parce que c'est là tout le long de l'absence. Il y a eu d'abord Derek Jarman parce qu'il y a eu les livres de Derek Jarman qui ont accompagné l'écriture de ce texte. Derek Jarman est un cinéaste, mais qui a aussi écrit des livres et qui parle beaucoup du jardin. Donc, du jardin, parce qu'il avait un jardin... il habitait près d'une centrale nucléaire, mais il arrivait à faire pousser un jardin à côté de la centrale nucléaire. Derek Jarman est mort du sida, hein, et il raconte sa fin en faisant pousser des fleurs. Donc, j'ai été très habitée par ce texte. J'étais aussi habitée par Mallarmé, parce que Mallarmé, bon, le titre, l'absence de tout bouquet, tout le monde me dit ton titre est magnifique. Ouais, bien sûr, c'est pas de moi. Donc, c'est sûr que c'est beau. Et donc, mais c'est vrai que c'est un beau titre, mais c'est aussi une belle phrase de Mallarmé surtout. Et donc, oui, Mallarmé beaucoup, parce que Mallarmé, bon, il y a tout un rapport aux fleurs que je connaissais que Mallarmé avait et que j'aimais bien. Et puis je vais dire quelque chose parce qu'il est là, et puis je ne pas parce qu'il est. Et c'est pas parce qu'il est là, mais j'ai envie de le dire. Mathieu, son livre m'a beaucoup accompagné tout le long de mon texte, c'est-à-dire que j'avais lu le texte de Mathieu, il m'avait fait le cadeau de la lecture de son livre, et qui n'était pas encore un livre, mais qui l'était pour moi. Et je ne sais pas pourquoi, son livre, dans l'émotion qu'il avait, dans le courage aussi qu'il avait, m'a énormément marqué, et j'avais l'impression que je savais qu'on allait sûrement travailler, enfin,
avoir un lancement ensemble. Je savais pas que ça allait être sur Zoom, mais j'espérais que nos livres soient côte à côte parce que je me suis dit, il y a quand même des choses. Lui, il parle du père, mais d'ailleurs, je parle de Matthieu d'un peu dans mon livre, donc voilà. Donc, les textes des autres m'accompagnent. Je pense que je l'ai dit l'autre jour d'une façon, comment dire, impromptue, mais je ne peux pas écrire sans être tenue par la parole ou les mots des autres. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit. C'est là que je dis que je n'ai pas beaucoup d'imagination. Moi, je m'assois où je me tiens, je m'assois dans la chambre des autres, où je me tiens à côté, où je m'agrippe à leur corps ou au corps de leurs mots pour pouvoir écrire. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit facilement ex nihilo. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est possible d'écrire ex nihilo, que des gens peuvent... est-ce que c'est possible d'imaginer des gens qui écriraient sans lire les autres? Ben, je le crois. Oui, je crois. J'ai même des étudiants qui font ça et des étudiants qui le font. C'est peut-être pas toujours un bon exemple. Je les engueule un peu, mais en même temps, je pense qu'il y en a pour qui ça marche. Je pense qu'il y en a pour qui ça marche. Il y a des gens pour qui le rapport à l'autre est une telle interférence, une telle menace qu'ils n'arrivent pas à écrire tout à fait en se laissant, comment dire, pas blesser par les autres. Moi, les autres ne me blessent pas, les autres, au contraire, me guérissent. Alors voilà. Est-ce que vous, les autres auteurs, vous êtes comme ça aussi? Vous êtes des lecteurs tous? On ne sait pas qui peut y aller. Oui, moi aussi, un peu comme Catherine, moi, je les appelle mes partenaires de dialogue. J'ai besoin de partenaires de dialogue, d'autres œuvres avec lesquelles je converse vraiment pendant l'écriture et c'est eux qui m'accompagnent pendant tout le processus. Je trouve ça nécessaire. Ben, le texte, c'est un tissu en fait qui se rebrode de tas d'autres fils. Et moi, je le sens aussi. Je ne peux pas écrire sans dialoguer ou sans rebroder ce qui a déjà été fait à ma manière. Et toi, Christian? C'est très joli la métaphore qu'Emmanuel évoque parce que oui, effectivement, un texte, ça vient de textum. Hein, mais moi, juste pour vous dire, quand j'étais étudiant, des fois, quand on me demandait d'écrire mon nom pour la liste de présence, des fois, j'écrivais le nom d'un auteur que j'étais en train de lire. Sans faire exprès? Ben, des fois pour faire exprès. Là, okay. Mais, d'accord. Okay. Ouais, mais je suis très, très intertextuel comme les autres, c'est ça. Okay. On aurait pu se mettre j'aurais pu mettre James Joyce, des choses comme ça. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Catherine. Si tu veux intervenir, bien sûr, tout à l'heure, je vais parler un peu du nouveau roman noir de Christian Giguère, justement. Mais je veux vous dire avant que si on avait fait un lancement normal, Annie Goulet aurait été à mes côtés pour poser des questions à Christian et à Emmanuel. Mais bon, on a trouvé que c'était plus efficace peut-être de ne pas multiplier les manipulations zoomesques parce que ça devenait de plus en plus compliqué, cette affaire. Mais finalement, peut-être que j'ai eu tort, mais en tout cas, on a décidé de le faire comme ça. Voilà. Le livre de Christian Giguère s'intitule « Le printemps des traites » et comme celui de Catherine, il est arrivé en librairie cette semaine, hier et aujourd'hui. Il devrait être en librairie. Donc, comme je le disais en début de rencontre, les 4 livres de notre rentrée sont maintenant en librairie. Dans son polar, Le printemps des traites, il y a beaucoup de péripéties et comme dans tous les polars, il y a de la brutalité, des trahisons et des coups durs. Mais on suit aussi un couple qui avance qu'un cas sur le boulevard des rêves brisés, je pourrais le dire comme ça. Disons que, Michael et Dominique ont rêvé de beaucoup de choses durant le printemps érable, puis comme certains, ils ont rêvé de pouvoir changer le monde, puis ça s'est fini un peu en eau de boudin, voire en queue de poisson, tout ça. Il y a eu les élections, il y a eu d'autres élections encore plus décourageantes encore, etc., etc. Puis le même truc a continué. Et de tout cet émoi-là de la Révolution, finalement, ils se sont retrouvés avec d'abord une certaine misère financière. Puis bon, ce qu'ils ont eu de ce couple, il reste leur fille Justine, qui est encore petite. Ça, c'est ce qui reste de leur couple. Mais il reste ça, puis la difficulté de gagner son pain. C'est comme ça que Michael va commencer à vendre du fentanyl. Puis ça, en général, ça arrange
pas tellement les couples qu'un commence à prendre du fentanyl, puis l'autre, un commence à vendre, l'autre commence à en prendre. En général, ça aide pas tellement. Mais bon, on voit bien que de toute façon, quand on arrive dans le roman, que c'est pas évident le rapport. Peut-être que tu pourrais lire un peu l'ouverture de ton roman quand il sort justement de prison, ce pauvre Michael. Donc, le protagoniste, Michael, sort de prison. Puis, dans l'abri vitré du stationnement situé à l'ouest du métro Longueuil, Michael posa son sac à dos, sa valise et le sac poubelle qu'on lui avait remis à la sortie du pénitencier. Par l'ouverture entre les deux tours à bureaux surplombant l'autoroute, il fixa la berge et les blocs de glace emportés par le courant nonchalant du fleuve. Il porta à son oreille le petit cellulaire qu'il avait fait réactiver pendant une de ses sorties supervisées et attendit que la voix préenregistrée lui indique qu'il pouvait accéder aux messages archivés sur sa boîte vocale. Et là, il faut comprendre que c'est sa petite fille qui parle. Papa, mon lapin Gustave mange elle s'esclaffe, du spaghetti. Elle s'esclaffe à nouveau, un petit rire guttural. Puis j'ai eu une maison de poupée pour ma fête, puis j'ai eu un gâteau avec plein de bonbons dans le milieu, puis maman dit que tu connais plein de choses, puis ben, bye. L'émotion restait enfouie au fond de son estomac. 2 ans moins un jour sans voir sa fille ailleurs que dans la salle des visiteurs. 2 ans dans la vie d'une enfant, c'est gigantesque, abyssal. Il s'était à peine parlé 4 ou 5 fois au téléphone depuis le temps des fêtes. C'est un peu poignant. Merci Christian. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'entrée de Michael dans le banditisme? Ma question, c'est est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix de ne pas devenir bandit? Ben oui, tout à fait. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était très investi dans ses études à l'université, puis qui a vécu un moment fort pendant le printemps érable, comme la plupart des gens qui étudiaient à ce moment-là ou les gens qui enseignaient. T'sais, moi, j'étais chargé de cours à ce moment-là, puis prof de cégep. Puis je pense que lui, c'est comme bien des gens, il y a eu comme un grand espoir qui a été créé. Puis c'est un espoir qui a été déçu, mais je pense qu'il y a des gens qui ont juste continué le combat, qui ne se sont pas laissés emporter par une émotion là, tout à fait négative. Mais lui, en tout cas, il était particulièrement déçu. Mais c'est aussi parce qu'à l'époque, il était en train de lire des textes très puissants qui lui étaient proposés par une de ses profs. Oui, Joanne Guimont, elle s'appelle. C'est un petit hommage quand même, ce nom-là, à 2 personnes qui ont été importantes pour moi, sans tout à fait le savoir. La première chargée de cours qui s'est intéressée à moi comme étudiant, parce que moi, je n'étais pas un très bon étudiant quand j'étais à l'école. Vraiment, la première fois que j'ai pensé que j'étais bon, c'est quand j'étais rendu au doctorat. C'est pour vous dire. En général, quand on arrive au doctorat, c'est qu'on n'était pas si mal, malgré tout. Mais j'ai quand même eu une chargée de cours qui s'appelle Odette Guimont. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont connue ici. Je pense que oui. Puis, bon, on ne me connaissait pas vraiment, là, mais elle a pris le temps de s'intéresser à moi, tout ça, puis elle m'a quand même donné le goût de faire des études. Donc, puis, il y a une autre dame, une psychanalyste qui a compté pour moi aussi. Donc, c'est une espèce d'amalgame de ces 2 personnes-là. Puis, elle a fait lire un texte à Michael, c'est un texte de Stig Dagerman. Oui. En tout cas, les gens pourront regarder ça s'ils regardent le livre. Ils vont même le lire. Oui, c'est ça. Notre besoin de consolation ne peut pas être... Mais Michael a lu ça. Je pense qu'il avait des grandes ambitions de faire des études. Puis, non, je veux dire, la vie s'est arrangée pour que ce soit très difficile. Sa blonde, qui avait commencé à fréquenter pendant le printemps érable, vraiment est devenue... je ne dirais pas une junkie, mais en tout cas quelqu'un qui consomme vraiment beaucoup, qui a essayé de s'intégrer, de trouver un travail, mais bon, elle est tombée enceinte, puis disons que la maternité n'a pas été facile pour elle. Puis surtout, comme plein de gens, des fois, il y a beaucoup de gens qui commencent des études à l'université, qui sont très, très enthousiasmés et qui sont un peu désillusionnés par ça. Puis ils se retrouvent comme plusieurs années plus tard, puis un petit peu dans la déchéance. Ouais, j'ai une question à te poser qui n'est pas directement liée à ça, mais d'une certaine façon, là tu le dis, c'est vrai qu'on voit dans ton livre comment Michael et Dominique, leur couple bat de l'aile, puis comme j'ai décidé de faire un peu le fil rouge de cette discussion par le couple, enfin les relations entre les gens, proches entre les gens, mais il va avoir aussi un lien très très fort, Michael,
avec Colm, cet homme qui s'appelle Colm, qui est comme pas des chefs, mais qui est un bandit plus âgé, un Irlandais, un bandit aguerri et lettré et un grand lecteur. Puis là, ils vont avoir une espèce de relation un peu, enfin pas un peu, très intense autour des livres. Puis je voulais savoir, moi je sais que c'était une fiction, mais je sais que c'est une fiction, mais est-ce que tu penses que dans la vraie vie, est-ce que tu trouves que dans la vraie vie, il y a des liens aussi forts autour des livres entre les gens? Ben, tout à fait. Je pense que c'est vraiment, souvent, c'est par les livres qu'on tisse les plus grands liens parce que on peut devenir très ami avec quelqu'un, on peut tomber en amour avec quelqu'un, avoir des relations très passionnelles, mais les livres, ça nous ramène quand même à une dimension un petit peu plus profonde de notre être, je crois. Je ne pense pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais je dirais la culture en général, en tout cas. Mais moi, en tout cas, les livres, ça a beaucoup compté dans ma vie. Puis les gens qui ont eu le plus grand impact, c'est souvent par les livres que j'ai pu connecter avec eux. Puis même en dehors de l'université, ça se passe? Oui, vraiment. Puis dans mon roman, ils sont au pub McAllister. Oh, oui, c'est Michael ne s'attend pas du tout à avoir une connexion avec un barman. Vous savez, Colm, le Colm, peu importe comment on l'appelle, c'est quelqu'un qui était très doué. Hein? Il vient de Pointe-Saint-Charles et tout ça. Puis probablement que s'il avait été né dans une famille de classe moyenne ou une famille bourgeoise, il aurait fait des grandes études probablement, mais il est né à Pointe-Saint-Charles dans une famille irlandaise très pauvre et tout ça. Puis, mais moi, parce que je me rappelle quand j'ai proposé ce récit-là, la première réaction d'Annie, mon éditrice, qui est vraiment très brillante puis qui est vraiment responsable de la qualité du texte, selon moi. Là. Puis en plus, c'est vraiment excellent le résumé qu'elle fait dans le petit vidéo d'Héliotrope, entre autres. Je tiens à la féliciter. Moi-même, je l'écoutais parler, je me disais, écoute, j'ai vraiment le goût de le lire, ce livre-là. En tout cas. Mais je me rappelle la première fois, elle m'a dit, mais tu sais, Christian, un universitaire comme ça. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ça, moi, de mes C4. Non, mais toi aussi, tu es très bonne, mais tu vois, toi, tu as comme une persona particulière. Tout ça. Non, c'était une blague facile. Mais Annie, elle m'a dit, ça ne sera pas crédible, Christian, qu'un universitaire comme ça vende de la drogue, puis je veux dire, qu'un titre comme quoi. Mais je pense qu'on a réussi à faire que ça fonctionne. Puis des gens comme Colm, qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui ont lu James Joyce, par exemple, moi j'en ai rencontré. Puis souvent, ces gens-là, peut-être, qui étaient le plus sincères quand ils parlaient des livres. Parce que quand on va à l'université, vous savez, beaucoup de gens, il y a sûrement beaucoup de lecteurs d'Héliotrope qui en ont fait des études. On est quand même une maison d'édition qui attire des lecteurs très avisés, qui prennent leur temps. Mais on rencontre toutes sortes de monde. Puis moi, je pense que quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, là, puis tu connectes sur un livre, ça peut être très fort comme connexion. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, dans le livre de Matthieu, il y a une connexion inverse. C'est qu'il y a un truc de haine autour d'un livre, qui évidemment est un livre de Houellebecq. C'est quand même bien choisi. Et même que le narrateur va finir par poignarder ce livre-là tellement il l'haït, puis il le porte tout au long du livre. Puis c'est vraiment ce qui cristallise, parce que c'est un ex qui lui a offert, puis ça cristallise tout leur échec, quoi, d'une certaine façon. Est-ce que je peux dire ça, Mathieu? Oui, absolument, je suis très juste. C'est ça, comme quoi les livres, il y a de l'importance il y a de leur force, de leur force comme ça qui traverse vos livres à l'intérieur, comme ça. Il y a une autre chose qui est fascinante pour moi dans ce que tu proposes, Christian, c'est l'imbrication des cultures de Montréal et sa banlieue. Tu le faisais déjà avec la disparition de Kat Vandal. C'est comment tu vas dépeindre le passé montréalais des gens qui viennent de toutes sortes d'origines. Tu vas entrer là-dedans. Puis là-dedans, c'est les Irlandais dans le Printemps des Traites. Et tu vas donner une densité, je trouve particulièrement intéressante, sur les gens d'origine quelque chose. C'est pas une origine, c'est d'origine grecque, d'origine italienne, d'origine irlandaise et tout ça. Puis la nationalité, oui. La nationalité, mais tu le fais, c'est pas une espèce d'élégie du multiculturalisme que tu fais quelque chose de très fin là-dedans. Tu sais, je trouve ça intéressant, vraiment. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces Irlandais, puis qu'est-ce qui t'a intéressé dans le Gang de l'Ouest?
Ben, c'est gentil de dire ça. C'était vraiment une préoccupation pour moi de faire ça. Mais tu sais, moi, j'habite sur la Rive-Sud maintenant. J'ai fait comme bien des Franco-Québécois là, parce que je n'avais pas l'argent de m'acheter une maison à Montréal. Je suis allé à Longueuil. Mais je trouve que c'est un phénomène démographique hyper important pour comprendre le Québec contemporain. Mais en arrivant sur la Rive-Sud, moi, je passe beaucoup de temps à Longueuil dans les endroits pas très bourgeois, parce que ça me rappelle Montréal-Nord, d'où je viens, tout ça. Puis je rencontre tout ça de monde, mais il faut dire que fondamentalement, je suis un amoureux de Montréal. Moi, la culture montréalaise, quand j'étais jeune, mon père m'amenait dans l'Ouest. On allait au Willinski's, par exemple. On allait à Pointe-Saint-Charles. Je découvrais toutes sortes de cultures. Puis moi-même, je veux dire, ma mère est née dans la petite Italie, même avant l'époque du marché Jean Talon, à l'époque où apparemment c'était une patinoire qui s'appelait le Shamrock, par exemple. En faisant de la recherche, j'ai découvert plein de trucs intéressants sur Montréal. Puis je pense que l'idée qui m'est venue, c'est que moi-même, ma mère est italienne, mon père est comme pure laine, qu'on pourrait dire. Puis moi, je ne me suis jamais senti autre chose qu'un Montréalais et un Québécois. Mais c'est sûr que moi, quand j'étais jeune, je n'écoutais pas Chambre en ville. Il y avait un côté très américanisé à mon éducation. Puis à un moment donné, quand je suis devenu adolescent, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plate d'avoir ça, que quand on est Montréalais, on a une richesse, on a comme toutes sortes d'influences, mais on reste Montréalais. Et les Irlandais dans cette histoire-là, c'est les Irlandais montréalais. Oui. Évidemment, je leur donne un petit peu une tonalité, je leur fais parler un peu avec des expressions irlandaises, surtout parce que moi, je les aime, ces expressions-là. Là. Puis comment ils sont contre les Anglais qui dominent la ville c'est ça. Pendant longtemps, c'est intéressant aussi, c'est riche. Mais dans ce livre-là, Colum et Billy McAllister, c'est des gens qui viennent de Pointe-Saint-Charles, du vieux Griffintown, à l'époque où c'était pas comme une espèce d'endroit prisé là, par les nouveaux riches. Là. Puis la seule manière de gagner leur vie, c'était de travailler pour les Anglais d'Angleterre qui habitaient à Westmount. Hein? Ouais. Donc, ils ont ce rapport-là. C'est le même rapport qu'ils ont vécu dans le vieux pays, dans un sens. Évidemment, ils sont dans un nouveau pays, ils sont en Amérique, il y a plein de possibilités, mais plein de trucs qui se sont joués en Europe se rejouent un petit peu à Montréal, je trouve. Puis j'ai voulu faire un lien un petit peu aussi avec Beckett et Joyce, qui eux-mêmes ont un rapport trouble avec l'espèce de nationalité pure irlandaise, qui ont voulu être beaucoup plus européen. Puis j'ai l'impression que Colum, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui voulait être comme ça aussi. Il veut être un Montréalais. Il est très fier de parler français, entre autres. Il ne faut pas que les gens pensent que les Anglais parlent toujours anglais dans le livre. En général, ils sont assez francophiles, ces gens-là. Bien, merci beaucoup, Christian. Je ne sais pas prononcer le nom de Colm, que je prononce Colm depuis le début, mais malheureusement, mais je pense que j'ai bien compris cette sensibilité que tu as sur cette origine. Enfin, je trouve ça très riche dans ton livre, dans celui-là, mais dans le précédent aussi. Merci, Christian. Emmanuel Caron, ton roman « Les lois du jour et de la nuit » est traversé par l'histoire d'un couple que des milliers de kilomètres séparent. Moi, quand je tiens une idée, je ne la lâche pas. Armand, qui fait la guerre en Indochine, est capturé et parvient à s'enfuir alors que Marguerite est prise au piège de la campagne française habitée de sorcelleries. J'aimerais que tu nous lises un bout quelques lignes. Oui, je vais commencer par là. Ça serait bien, je crois. Ses pensées retournèrent à Armand. Dans ses lettres, il parlait souvent de sa forêt à lui, la jungle, qu'il disait épaisse et luisante comme la peau d'une ogresse. Marguerite était démunie pour se figurer cette forêt-là. Dans les premiers temps, elle ne parvenait à y voir qu'un immense filet tendu sur la terre à perte de vue. Les descriptions d'Armand la bouleversaient. Il revenait toujours à ces images qu'elle ne comprenait pas, s'obstinait à lui parler de membres gigantesques dépecés, et à mesure que le temps passait, ses comptes rendus devenaient plus las et désespérés. Elle avait essayé de dessiner cette jungle dans un de ses carnets qu'elle tenait depuis le départ de son mari. Elle aurait voulu montrer ses dessins à Armand pour qu'il lui dise si elle comprenait quelque chose au paysage qu'il côtoyait. Les collines de Dien Bien Phu, avec leurs noms de femmes qu'il répétait dans chacune de ses lettres pour qu'elle apprenne à les connaître, devenaient sous sa plume d'étranges boîtes crâniennes posées sur un plateau de sable avec au centre le cercle distendu des Champs-Élysées. La jungle n'existait pas dans ses dessins, alors que c'était précisément ce qu'elle cherchait à se représenter.
La forêt qu'elle connaissait, elle, Armand ne l'avait jamais vue. Il n'avait jamais mis les pieds dans les Landes, ni avant ni après leur mariage. Au moment de son départ en mission, il vivait pourtant à Bordeaux, à quelques kilomètres seulement des forêts de Manot, de Moustet et d'Austins, où Marguerite avait passé sa jeunesse. Jeune mariée, il vivait une vie un peu retranchée, une vie heureuse qui leur suffisait. Comment la lui décrire d'ailleurs, cette forêt? Marguerite leva les yeux vers l'alignement des pins. Une plantation neuve, ordonnée, calculée, sans touffeur, avec exactement ce qu'il fallait d'espace entre les pins. Pouvait-on appeler cela une forêt? Et pourtant, l'aura de ces arbres était indéfinissable, sans clarté. L'esprit qui se dégageait des sèves réveillait tout ce qu'il fallait d'angoisse ancienne, comme s'il avait coulé depuis la nuit des temps. Et ce sable, il fallait être né ici pour y trouver une quelconque joie. Armand n'aimera pas cette forêt. Quand il reviendra, nous nous installerons au bord de la mer, se disait-elle. Ça, c'est une bonne idée. Non, mais pas que pour ça, mais c'est un passage qui est très beau, je trouve, parce qu'au fond, il est très loin, puis elle n'arrive pas à comprendre comment, ils n'arrivent pas à comprendre ni l'un ni l'autre comment se décrire ce qu'ils voient. Mais peut-être que tu peux nous parler de ton rapport à la forêt des Landes. Oui. La forêt des Landes, c'est vraiment la forêt de mon enfance, en fait, puisque mes deux grands-parents, dont finalement je raconte un peu l'histoire dans ce roman, très romanesque, mais quand même inspiré de cette famille, de cette histoire de famille. C'est une forêt qui a été complètement reconstruite artificiellement au XIXe siècle par Napoléon, en fait, et qui a asséché des marais et qui a planté comme ça des forêts à perte de vue, complètement au cordeau, complètement presque aseptisées à première vue, et qui sont pourtant pour moi le symbole, enfin l'allégorie de la terreur en fait, de ce qui est le plus effrayant dans la nature, cette espèce de marais dont on sent les racines, dont l'origine n'a jamais été finalement voilée. Les marais sont encore là, et cette espèce de construction où on peut se perdre et qui est pourtant profondément humaine. Je trouve que la forêt des Landes fait partie des endroits les plus effrayants du monde, pour moi. Et bien sûr, ça a été une forêt particulièrement inspirante. Et puis, c'est la forêt où mes grands-parents vivaient, tout simplement, dans une très grande maison et qui a été la matière de mes cauchemars pendant très longtemps. Moi, je trouve que c'est assez fascinant parce que tu vas parler d'ensorcellement, puis tu vas utiliser une écriture assez ensorcelante pour le faire, comme si tu mimais ce que tu allais décrire. Puis je voulais que tu nous parles un peu de ça, puis je voulais que tu nous parles de comment on peut arriver à ce ton assez particulier. Peut-être c'est juste juste le fait d'être complètement effrayé par cette forêt-là, qui arrive à faire que tu peux la rendre complètement effrayante. En fait, le rapport ma découverte de la sorcellerie, elle vient d'un livre aussi, puisqu'on parlait des livres qu'on brode et qui nous brodent. C'est le livre d'une anthropologue que peut-être tout le monde connaît, qui est Jeanne Favret-Saada, et qui a écrit un livre qui s'appelle La mort, les sorts, les mots, la mort, les sorts, pardon. Et où elle raconte son expérience de la sorcellerie en Mayenne dans les années 70, et où elle raconte de manière extrêmement circonstanciée et tout à fait objective, et en même temps en faisant part de sa propre terreur, ce qui a rajouté encore, je pense, à mon impression profonde par rapport à ce livre, et qui me raconte des pratiques de sorcellerie dans les fermes de la Mayenne, donc dans le bocage français. Et la plupart des pratiques de sorcellerie de mes personnages sont empruntées en fait à ce livre, aux recherches de Jeanne Favret-Saada. Donc, même s'ils sont matinés de mon imagination, du prisme de ma terreur ou de mon angoisse, je trouve que ce qu'il y a de plus effrayant, c'est que justement, ils ont existé ou ils ont été pratiqués de cette manière-là. Et que la sorcellerie, en fait, elle le raconte, c'est quelque chose en Mayenne, en tout cas, tout le monde fait semblant de ne pas croire. Tout le monde fait semblant que ça n'existe pas, et c'est même un objet de moquerie pour les gens qui avouent y croire, et pourtant tout le monde la pratique. Donc c'est cette espèce
de dichotomie finalement entre la pratique réelle de la sorcellerie que tout le monde fait et le masque finalement qu'on tend à la en société. J'ai trouvé que cette configuration était super romanesque et inspirante. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, mais toi alors, Emmanuelle, est-ce que tu crois dans la sorcellerie, est-ce que dans cette magie, ou est-ce que tu as l'impression que c'est une pratique comme ça qui va bien avec le roman? C'est une pratique de toute façon qui m'intéresse depuis toujours, parce que si tu regardes bien, la plupart de mes personnages même passés sont tentés par la sorcellerie, ou même sont carrément des sorciers ou des sorcières. Alors, est-ce que moi, je suis intéressée? Oui, en fait, l'occulte, le souterrain, ce qui est dans les racines, ce qui est irrationnel, je trouve que c'est un matériau, à la fois un matériau romanesque et un matériau pour mes propres réflexions de tous les jours. Est-ce que tu comprends, c'est peut-être bête de poser ça comme question, mais est-ce que tu comprends qu'on se laisse conseiller par le tarot, par exemple, le tarot complètement. Et alors, je vais faire un coming out. Je pratique le tarot moi-même. Mais le tarot n'est pas, surtout le tarot de Jodorowsky, n'est pas de la magie noire. Hein. Faire attention. Et des gens comme moi qui sont des tout petits tarologues ou des tout petits initiés, ou des gens qui s'intéressent de loin, ou parce que c'est une période de leur vie où ils ont envie d'explorer ça, sont terrorisés par la magie noire, et s'en approchent pas. Parce que même Jeanne Favre-Sada le remarque, hein, c'est quelque chose qui vient prendre aux tripes, qui vient chercher. Ah oui, je comprends. Après, le tarot, c'est une pratique que je n'arrive pas tout à fait à qualifier, parce que je suis exactement comme tout le monde, j'y crois absolument pas, et pourtant je pratique. Et pourtant, je lis. Mais c'est peut-être la soif, j'essaie de me comprendre aussi là-dedans, c'est une soif de reconnaître des signes et de les interpréter. Je pense qu'on a tous cette espèce de soif de lire les cartes et de les interpréter. Oui. Ça vient me chercher, et ça, j'ai envie de le faire. Ouais. On a envie que les cartes nous disent quelque chose. Oui, on a envie d'entendre parler de nous, on a envie d'entendre parler, et sans peut-être se leurrer sur la vérité qui nous est dite. Il y a une vérité des cartes, puisque c'est une projection de nous-mêmes. Mais je ne pensais pas faire la promotion du tarot. Je me sens un peu gênée tout d'un coup. Non, pas du tout. C'est un coming out. Catherine, elle pourrait faire son coming out aussi de tarologue. Mais... Ah, ok. Bon, je me permets, mais bon. Non, mais... Voilà. Voilà. Mais il y a une autre chose que je voulais te demander aussi. Donc, il y a ce couple qui est disloqué par la distance, par une espèce d'inquiétude entre eux aussi, par moment. En tout cas, on la voit surtout d'Armand. À la fin, il a toutes sortes de souvenirs étranges. Il a peur un peu de sa femme, même s'il l'aime, etc. Bon, il est très, très... enfin, moi, j'étais peut-être primaire, mais je l'ai lu comme ça. Il est un peu inquiet. Je pense qu'il voit en elle le grand féminin dévorateur aussi, et que malgré son amour, et son amour vraiment sincère, il est finalement retourné à la loi des hommes, à la loi du jour, pour échapper à la loi de la nuit dévoratrice de sa femme, qu'il soupçonne, et avec raison, et dont il a l'intuition finalement, puisque... sans le savoir, à l'époque où ils étaient ensemble, il a dû avoir l'intuition qu'elle était déjà sorcière, et que leur séparation devenait nécessaire aussi, en tout cas dans une fuite pour ne pas être dévoré par cet amour. Merci, mais une dernière chose là-dessus, sur cette dislocation entre eux deux. Tu as deux histoires dans ton livre, deux histoires très fortes. Et curieusement, ce n'est pas équilibré du tout. Ce n'est pas 40-60, ou même, ce n'est pas 40-60, c'est comme 80-20 peut-être. C'est-à-dire que... Non, mais moi, je suis très forte dans les chiffres. Alors. Oui, c'est Non, mais c'est que la partie qui est dans la jungle est beaucoup plus brève. Alors, c'est parfaitement assumé chez toi, mais je voulais juste que tu nous parles, en terminant, de ça. Enfin, parfaitement assumé. Oui, j'ai l'impression.
il se trouve que donc, le point de départ de la deuxième partie, qui a été vraiment le point de départ du roman dans son ensemble. Je pensais pas je pensais pas avoir la première partie au départ. C'était vraiment la deuxième qui était le point de départ, celle à Dien Bien Phu. Donc, oui. Il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai pu établir, juste avant sa mort en fait, les mémoires de mon grand-père, où il raconte exactement la chute de Dien Bien Phu, là où il était, et sa captivité, son évasion et son expérience. Moi, j'avais eu toujours mon grand-père un grand traumatisé par cette expérience inhumaine. Et j'ai pu avoir accès à ces souvenirs beaucoup plus précis de scènes clés. Et je suis rentrée vraiment dans son univers. Et véritablement, c'est un choc de se rendre compte à quel point il a été loin dans l'inhumanité, à quel point il a frôlé vraiment une zone noire, une zone où l'humain est dans ses dernières limites. Non seulement parce qu'il a frôlé la mort, mais parce qu'il a frôlé la barbarie, tout simplement, et puis la sienne, et puis celle qui l'entourait. Donc, ce point de départ du roman, c'était raconter l'histoire d'un soldat absolument sans point de vue sur cette guerre maudite coloniale sur laquelle j'ai pas de point de vue dans le livre, en tout cas. Mais ce que je voulais raconter, c'était l'histoire d'une descente dans l'inhumanité, dans cette loi du jour qui mène jusqu'aux ténèbres les plus profondes. Oui, et évidemment, il y a un aspect cinématographique, parce que si vous vous souvenez bien, dans le Deer Hunter, j'ai un accent pourri en anglais, mais dans le film avec De Niro qui se passe au Vietnam, ou le film de Chimino. Deer Hunter. Oui, merci. Je l'ai essayé de le dire, mais c'est une catastrophe. Où ils sont dans l'eau comme ça, où ils s'échappent dans l'eau. Cette scène, moi, elle m'a bouleversée vraiment. Et c'était une image très forte que je voulais pour essayer de signifier l'insignifiable, finalement, ce qu'on ne peut pas dire sur l'expérience de quelqu'un. Donc, j'ai pris cette image-là, ouais. C'est particulièrement bien. On est pris on est pris à la gorge par la magie dans les Landes, puis après, ça continue parce qu'on est dans... C'est ça continue. C'est-à-dire que l'expérience, finalement, ils sont complètement séparés, Marguerite et Armand, et pourtant, leur expérience est semblable. Ils vivent finalement 2 guerres. Marguerite, la guerre contre sa mère, enfin, contre les forces occultes, contre la sorcellerie, contre son passé, contre le viol de son intimité, contre plein de choses dans la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est vraiment la guerre aussi, la guerre des hommes, la guerre ouverte. Mais pour moi, l'expérience était vraiment en miroir. C'est-à-dire que je les ai jamais vus comme une distance irréconciliable. Au fond, je voulais 2 trajets qui se ressemblent, qui sont en miroir. Vraiment, c'est important pour moi de comprendre que Marguerite et Armand vivent la même chose, sous des voiles, sous des oripeaux différents. Bon, on va trouver des couples qui tiennent un peu moins. Mathieu. Merci beaucoup, Emmanuel. Pardon? Ça part bien. Durant le premier confinement, j'ai aimé tout particulièrement être dans les livres malgré tout. Au début, j'ai été comme tout le monde, je ne trouvais pas évident de me concentrer. Puis je suis entrée dans les troublantes forêts d'Emmanuel. J'ai erré dans les rues de Ville d'Anjou plantées d'arbres artificiels comme les imagine Catherine enfant. J'ai aussi traversé les inquiétants boisés de la rive sud qu'évoque Christian. Et j'ai enfin visité Las Vegas, ces machines à sous au cœur du désert. Même si sur le seuil de la location à Vegas, j'étais comme le personnage d'Avec un poignard, assez inquiète. Pourrais-tu lire, Mathieu, s'il te plaît, quand il arrive, cet homme devant la porte de sa location? Il vient d'arriver à Vegas et il arrive devant la maison dans laquelle il vivra pour quelques mois. Je me demande soudainement ce que je fais ici. Mon cœur pompe à un rythme inouï. Vive à Las Vegas. La maison est une townhouse beige et amochée qui tient sur 2 étages. L'entrée se fait par une cour petite et mal entretenue. Pas de gazon, beaucoup de mauvaises herbes, de la rocaille. Une grosse voiture y est stationnée et occupe plus de la moitié du petit espace disponible. Selon les indications du dernier courriel de la femme qui m'accueille,
La clé est dans une boîte sécurisée à gauche de la porte d'entrée. La boîte en fer est endommagée. Le code est difficile à entrer tellement les boutons sont rouillés, mais je récupère la clé. Mon cœur pompe toujours autant. Je suis nerveux et anticipe 3 mois d'horreur. Dans la porte, une feuille de papier jaunie est collée à la vitre. L'écriture n'est plus nette, excessivement pâlie par le soleil, mais je déchiffre finalement l'écriteau. J'ai les mains moites, j'ai toujours la clé à la main, le sac sur le dos, l'encombrante poche de vélo à mes pieds. Je me sens incapable de débarrer la porte. Je trouve la note si cohérente avec la série d'agressions accumulées depuis le départ que mon réflexe est de documenter ce symbole, que je ne veux pas annonciateur de quoi que ce soit. Je dépose mon sac, en sors l'appareil Polaroid et produis la première archive de ce voyage. Archive 1. Warning, this is not a joke. All intruders will be shot on sight. We are armed. Will not hesitate to kill you. C'est comme bienvenue, hein? Voilà. Un peu comme bienvenue. Intense, hein? C'est un peu intense. En ce moment, en particulier, peut-être qu'avec les armes et tout ça, ce qui se passe aux États-Unis, je ne sais pas, mais bon, je l'entends encore plus fort, on dirait, avec la zone rouge. Je suis en train de péter les plombs. Mais j'aimerais ça que peut-être qu'on pourrait parler 2 secondes des Polaroids que tu as fait dans ton livre. Enfin, c'est peut-être mieux de les voir que d'en parler, mais ce que tu as lu, la dernière chose où c'est en anglais, c'est un cadre que tu mets, puis tu décris ce qui est dans le Polaroid. Oui, mais est-ce que tu veux que je la montre, en fait? Parce que ça... Oui. Ça l'aide, oui. Alors, Polaroid. Il y en a quelques-unes comme ça qui ponctuent le récit. Le rapport à la photo était important dans la conceptualisation du bouquin au début, alors que la musique faisait vraiment partie du tissu textuel du premier, dans la cage. Ouais. Il me semblait logique d'aller vers la photo cette fois-ci, étant donné que c'est un roman beaucoup sur le père, donc les souvenirs qui s'effritent, la mémoire qui se désagrège, celle du père. Les souvenirs qu'on tente de se reconstruire quand on vieillit ou auxquels on s'accroche, mais qui deviennent un peu diffus et transformés par notre subjectivité. Fait que cette espèce d'idée d'archiver au maximum les sensations et donc son voyage devenait vraiment importante pour le narrateur. L'espèce de faux côté vintage aussi du Polaroid, il y a un truc fantastique, un peu cool, un peu kitsch. Je trouvais que tout ça était parfait et ça s'imposait, mais c'est aussi venu, quelqu'un m'a donné éventuellement une caméra Polaroid, chose que j'avais vraiment envie d'avoir, mais que je ne rencontrais pas vraiment sur mon parcours. Quelqu'un m'en a offert une un peu avant que je parte à Las Vegas. Alors tout ça devenait, on dirait que les choses concordaient tout d'un coup et ça m'a comme botté le cul en bon français à vraiment y aller puis à trouver comment la photo pouvait avoir une fonction littéraire dans le projet en ne montrant pas ces photos-là. En fait, ce n'est pas ce qui m'intéressait du tout, mais... Ouais. Plutôt une description super, le plus objectif possible. Ben oui, parce que tu en as fait, tu en as des Polaroids que tu mets sur ton site. Puis moi, je t'ai proposé même d'en faire une petite exposition. Mm-hmm. Je me dis, moi, non, franchement, d'accord. Mais je trouvais que non, mais je comprends que tu as dit non. Là, pas, je ne suis pas blessée, ce n'est pas de ça dont je voulais te parler. Mais est-ce que tu as eu... On va régler nos comptes maintenant. Est-ce que tu as eu des Polaroids qui ne se sont pas développés, comme tu le racontes, quand tu veux prendre ton père? Oui, ce truc-là est vrai. Il y a cet appareil donc m'a suivi pendant les 3 mois à Las Vegas et éventuellement les 3 mois à Berlin, 2 villes fréquentées par le narrateur du roman. Et à Berlin, tranquillement, les premières photos que je prenais fonctionnaient assez bien et tranquillement, les photos n'apparaissaient plus sur... l'image, en fait, n'apparaissait plus dans le cadre de la Polaroid. C'était que des photos blanches ou des trucs granuleux. Alors, longtemps, je me suis demandé, est-ce que c'est les films qui sont passés date? Donc, il y a eu achat de nouveaux films, il y a eu l'achat d'un second appareil à Berlin, parce que je me disais, voyons, j'arrive plus à archiver les images. C'était très frustrant et éventuellement, c'est devenu excessivement stimulant puisque c'est un roman sur un homme, sur le père qui perd la mémoire et dont l'identité s'effrite morceau par morceau. Fait que je trouvais qu'il y avait une concordance assez fascinante et hautement poétique, en fait, dans l'écriture. Et j'aime beaucoup ces trucs-là dans
on part toujours, ben, c'est pas vrai, on part pas toujours, mais moi, je pars avec un plan ultra défini quand j'écris de ce que je veux accomplir. Je suis ultra structuré, je travaille avec des post-it et une structure très complexe avant de pouvoir rentrer dans l'écriture. Mais j'accepte aussi qu'au fur et à mesure de la recherche, du projet, de l'écriture, ces choses-là changent ou s'en vont à la poubelle. Je pense que le plan de travail et les post-it me rassurent moins. Ils me disent « Ah, tu peux pas perdre ton chemin. » Tu sais où tu t'en vas. Mais après, j'accepte que les circonstances d'écriture transforment le récit. Je trouve même ça plaisant. Alors, évidemment, je n'avais pas prévu perdre mes Polaroids. C'est devenu un motif assez fascinant et assez juste en bout de ligne. Et j'ai gardé... Et c'est arrivé aussi, je précise, avec le deuxième appareil acheté, qui était donc pas du tout le même, avec des films neufs, pas passés date. Ce truc-là a continué de se passer. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'ère de Berlin et mon envie de prendre des photos, mais il ne s'est rien passé, en fait. Ou il s'est passé beaucoup, en fait. Tu dis que tu prépares beaucoup ta construction, ton livre, ton écriture et tout ça. Puis c'est pour ça aussi que, ben, je le sais que tu fais comme ça, mais tu fais exprès aussi, puis je voudrais te faire parler de ça, tu fais exprès, surtout au début du livre, qu'on se mêle dans les personnages. Alors, il y a l'amant et le père, puis c'est assez trouble comment tu fais ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Bien sûr. À la base, je pense que à force, au fil des années, on réalise qu'il y a comme des thèmes qui nous sont chers ou des façons de faire qui nous appartiennent. La notion de double m'intéresse beaucoup et je m'amuse de récit en récit à la transformer et voir un peu comment ce double peut se modifier. Dans la cage, il y avait un narrateur extérieur, un à l'intérieur. On réalise qu'ils sont intimement liés. Et avec celui-là, cette envie, en fait, je fais une mini parenthèse, la genèse même du projet est venue c'est solidifié avec une discussion avec Catherine. Je lui rends hommage ici, mais où elle m'avait demandé après dans la cage quelle est la suite. Puis j'avais dit, je pense qu'il y a un second roman avec une voix narrative, ou du moins un narrateur qui est peut-être relié au premier, mais cette fois-ci, le père est en train de pousser, a besoin de prendre toute la place. Ouais. Tranquillement, en mappant le truc, les villes de Berlin et Vegas se sont imposées aussi en lien avec les lectures, les bouquins avec lesquels je dialoguais à ce moment-là en conceptualisant le projet. Cette idée de double donc, m'a intéressé parce que je me suis dit, tiens, quel beau challenge littéraire de tenter d'écrire le même texte à deux personnes en même temps. Alors, dans ce cas-ci, le père et l'ancien amoureux qui devenaient deux symboles parfaits d'amour impossible ou d'échec, oui. Exact. D'échec amoureux, mais différents types d'amour. Et ça me plaisait beaucoup et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est faisable donc d'amorcer le récit où le narrateur, j'avais envie de travailler sur l'obsession aussi comme motif littéraire, fait que je me suis dit, tiens, est-ce que le narrateur peut tenter de s'accrocher aux deux personnages et tente de leur parler dans le même souffle, mais forcément, les souvenirs et l'intimité vont pervertir ces récits-là. Alors, rapidement, plutôt que de découper très clairement le récit, j'ai eu envie que ça se contamine, puis on en avait parlé dans notre premier échange, toi et moi. Je trouvais intéressant qu'on ait à travailler dans les premières pages. Comme lecteur, j'aime avoir à travailler. Je veux pas rien comprendre, puis si je comprends rien en 45 pages, je vais me décourager, puis je vais être un peu frustré. Mais j'aime avoir à un peu travailler pour rentrer dans un livre. Et tout ça est une question de dosage, évidemment. Alors, ça me plaisait qu'on ait un peu à travailler et on ne sait pas trop à qui est en train de parler, mais je pense qu'il y a un code, puis je ne veux pas le dévoiler, puis je laisse ça au lecteur, mais je pense qu'il y a un code narratif qui est très, très clair, puis je pense qu'on finit par prendre le beat. Mais c'est dans ton code, Mathieu. On finit par comprendre très bien, mais pas à cause de ton code. Je tiens à le dire parce que... Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu as des idées très comme ça, comme un grand plan sur la mise en page. C'était la même chose. T'as beaucoup non, mais tu as vraiment une façon de penser qui est très, très intéressante. Ça donne plein de choses vraiment différentes, donc j'adore. Mais je pense qu'on peut comprendre sans attraper le code dont tu parles à mi-mot, là.
Oui, pour moi, ce code-là devient facilitateur et je pense qu'on finit par comprendre, quand ce truc-là arrive, il y a un changement de voie narrative. Mais cela dit, on s'en fout, c'est pas très pertinent que le code soit clair ou non, mais je pense que ça a été beaucoup ça de tester. Est-ce qu'on finit par rapidement trouver son repère? Puis je pense que ça a été beaucoup ça le travail au niveau de la direction littéraire, qu'en 2 phrases, on arrive à comprendre, il y a eu un changement d'adresse, il parle maintenant à l'ancien amoureux, on vient de changer au père. Non, mais c'est vite très clair, en effet. Mais il faut un tout petit peu, je ne sais pas, Catherine, toi, ça t'a plu, cette confusion-là un peu entre le père et l'ancien amant? Ça t'a plu, je veux dire, ça t'a plu qu'il joue de cette confusion-là, disons. Ah oui, parce que je trouvais que c'était intéressant combien la relation au père était incestueuse. C'est ça qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire que c'était pas dit d'une façon évidente, mais il y avait quelque chose qui se jouait là qui me... J'aimais comment c'était dit et non dit. Ce que tu dis sur le code, Mathieu, pour moi, c'est ça, c'est que c'est dit et à la fois non dit. On est dans un espace où on s'imagine, mais c'est pas parce qu'on est en train de se faire un film porno, là, c'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment, on s'imagine que on est dans cet amour-là, pour reprendre les mots cet amour-là, il est un peu reproduit partout et puis où est-ce qu'il s'actualise? Bon, c'est vraiment c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'il y avait c'était dans le non-dit, parce que tu laisses au lecteur, c'est au lecteur de penser, c'est au lecteur de savoir, d'interpréter. Est-ce que je réponds bien, Olga? Très bien. Merci, Catherine. Merci beaucoup aussi, Mathieu. Merci à vous de nous entraîner dans ces mondes autres. Merci. Peut-être que je vais laisser maintenant Alexandra, s'il y a une question ou deux ou à vous poser, je ne sais pas, elle nous dira. Oui, on a reçu une question de Julien pendant l'échange. Juste avant de la poser, j'invite tout le monde, si vous avez des questions, à continuer à les écrire dans le chat, puis je pourrai les lire. Alors, Julien demandait, il voulait poser une question à Catherine, donc il saluait Catherine, saluait Olga, et demande pourquoi tu n'as pas fait une fiction avec ta mère? Tu n'as jamais eu de problème à transformer ton père en personnage de fiction, par exemple dans la balade d'Ali Baba. Et là, les réponses ont fusé déjà dans le chat et Catherine a répondu, mais elle aura l'occasion de rebroder. Andrea Aubert-Hubert également a répondu que dans Ce qui restera, quand même, il y avait un personnage de fiction avec la mère, même si on est dans le récit autobiographique à la lisière de l'autofictionnel. Donc, Catherine... Oui, mais merci. Bonjour, Julien. Aussi, oui, mais dans Le ciel de Bay-City, c'est quand même une fiction sur ma mère. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est là où j'étais dans le fictionnel. Bon, au moment de la mort de ma mère, c'est vrai qu'au moment de la mort de mon père, j'ai fait une fiction sur mon père, mais mon père était un personnage de fiction. Mon père, c'était vraiment le plus grand des menteurs, le plus grand des écrivains et le plus grand des avocats, même s'il était pas du tout avocat. Donc, mais ma mère, au moment de sa mort, c'était pour moi, ça a été une très grande blessure, sa mort. Et là, je pense plus que j'étais capable de faire. De repartir avec l'imagination. Mais ma mère a déjà été un personnage de fiction. Dans Le ciel des Bay-City, c'était vraiment... c'était vraiment elle et pas du tout elle. Hein. Donc, je pense que je suis capable de... Il y a des moments aussi, il y a des moments de la vie où je pense que là, j'avais vraiment... Mais c'est un personnage de fiction quand même dans l'absente, même si tout est vrai. Personnage de fiction parce que j'appelle ma mère maman et je n'ai jamais appelé ma mère maman. On n'a jamais dit le mot maman ni Nicolas ni moi, on a dit le mot maman à mamie, parce que ma mère s'appelait mamie. Donc, voilà. Merci, Catherine. Merci. Donc, si Julien vous remercie de la réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en profiterai juste pour... Ah, pardon, non, une autre question qui vient d'être posée par Benjamin pour Mathieu. Donc, il dit « Je vois Suzanne et Louise de Guibert derrière ton épaule gauche. Est-ce que l'image est derrière ton épaule droite? »
Tes Polaroids ratés me semblent être hantés par la séance photo à vide de Guibert avec sa mère. La perte du moment idéal de photo, le deuil de l'image idéale de la mère. Mathieu? Oui, c'est ça. Tout le monde a un point d'entrée dans notre nid. On dirait que j'ai mis des livres en display en arrière, mais c'est vraiment comme ça qu'ils sont tout le temps. Oui, c'est vrai que, en fait, c'est pas anecdotique cette référence à Guibert. J'ai longtemps, j'en parle au passé, pas que je suis plus fasciné, mais j'ai longtemps été fasciné par Guibert. Mon mémoire de maîtrise portait en grosse partie sur cet homme et son rapport à la vérité, à l'intimité. Donc, je trouve que c'est un clin d'œil que j'aurais même pas fait consciemment, en fait, mais tout le travail de Guibert étant tissé et de photos et d'écrits, je trouve que le clin d'œil, en fait, que quelqu'un voit cette référence-là me fait très plaisir, mais c'était vraiment pas pensé à la base. Merci, Mathieu. Donc, peut-être pour clore, ou du moins pendant que, si jamais vous pensez à d'autres questions, pendant ce temps-là, je vais lire ce que Fabien avait écrit dans le chat. Donc, pour celles et ceux qui se sont procurés ou se procureront l'un de nos livres de l'automne, il est possible de recevoir une carte dédicacée par l'auteur. Donc, vous pouvez juste aller voir dans le chat, Fabien a écrit son adresse courriel. Vous pouvez lui envoyer donc votre nom, votre adresse, puis le livre pour lequel vous souhaitez avoir une dédicace et vous recevrez une jolie dédicace postale. Voilà, je pense qu'on peut clore maintenant cet étrange lancement. Merci, chers auteurs, d'avoir participé. Puis pour tous ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez allumer votre caméra en terminant. Nous, ça nous ferait chaud au cœur de vous voir tout à coup. Merci de votre présence. Vive la littérature et courage à tout le monde pour la suite. Ah, c'est cool de vous voir! Oui! Ah ouais! Est-ce qu'ils peuvent même parler, peut-être? Ben oui, ils peuvent parler, bien sûr. Parler. Attends, bon. Oh Bonjour. my God! Bravo. C'est ma mère, ça. On était presque en présentiel. On se sentait comme ça. Ah, c'est Bravo! super! C'est super. Bravo! Ah! Bon, merci. Bravo, merci beaucoup de vous voir tous. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est super. Merci.